Altaï, septembre 2016. Barnaoul, capitale de la région de l'Altaï, ou bien du Kraï de l'Altaï, est à 4000 km de Moscou et à 6000 km de la France. Un demi-million d'habitants. Le 5 septembre 2016, avec Cristal, nous arrivons à Barnaoul à 6 heures du matin, après un vol de 3 heures Genève-Moscou et de 4 heures Moscou-Barnaoul. 5 heures de décalage horaire. Ici, c'est l'été indien, 20 degrés. Nous sommes là pour enseigner le français à l'université pédagogique et à l'université polytechnique du nom de Polzounov. Nous enseignons toute la semaine et participons de manière dynamique à des émissions radio, télé. Nous sommes interviewés par les journaux locaux et universitaires, ceci pour promouvoir la culture française réelle et non pas idéalisée par les Russes. Les samedis et dimanches, nous allons manger la soupe aux champignons parfumés et boire du chocolat chaud fondu et des jus d'argousier au café que nous nommerons le café chic. Dans ces cafés, le service et les produits sont excellents et les prix dérisoires pour nous, mais pas pour les Russes. Cristal s'intéresse à l'architecture et moi à l'histoire de l'Altaï. Lieu d'exil des Cosaques, des Allemands, des vieux croyants, des Russes blancs et des bandits de tout poil. Nous photographions la statue du père et de l'enfant, monument dédié aux exilés et réprimés de l'Altaï. Samedi 10 septembre, nous visitons le vieux Barnaoul et les rues Pouchkine, Gogol, Nikitine, riches en maisons en bois que les Français aiment tant photographier. Barnaoul naît au XVIIIe siècle. Un peu d'histoire. Le comte Demidov exploite les mines de cuivre et d'argent au pied des montagnes de l'Altaï. Mais pour fondre le métal, il faut créer des usines métallurgiques près d'un fleuve. Demidov construit une usine au bord du fleuve Ob et des lotissements pour les ouvriers. Ainsi naît la ville de Barnaoul. La ville se développe. Les maisons en bois de 2 ou 3 étages sont remplacées petit à petit par des bâtisses en briques et les habitants s'enrichissent. Ils construisent de belles maisons. Certains spécialistes de la fonte du métal sont allemands et viennent de Saxe. Ils s'installent à Barnaoul, comme l'allemand Stilke, dont on trouve la tombe dans l'ancien cimetière de Barnaoul. La plus ancienne rue de Barnaoul est la rue Nikitine, nom d'un poète démocrate russe du XIXe siècle. Elle est truffée de maisons en bois aux fenêtres entourées de sculptures sur bois appelées rezba, du verbe rezat qui veut dire couper, découper. Au fond de la rue trône la cathédrale de la protection de la Mère de Dieu. Légende byzantine. La Vierge protégea une ville de ses ennemis en la recouvrant de son manteau. Ensuite, nous allons admirer le majestueux fleuve Ob. Nous entrons dans le seul couvent de Barnaoul et admirons les coupoles dorées de l'église de la Vierge du Cygne, dans lesquelles se reflètent les différentes parties des monuments. Les moniales nous accueillent et nous montrent ce qu'elles cultivent, fleurs pour l'église et légumes pour leur consommation personnelle.
comme cela se fait souvent en Russie. On compte plus sur soi que sur les provisions des magasins. Puis, grâce à Nathalie, professeure de français, nous sommes invités à visiter le musée des pierres de l'Altaï qui se trouve près de la Philharmonie. Le directeur de ce musée est venu à Besançon vendre ses pierres lors de la foire de mai 2012, dont l'invité d'honneur était l'Altaï. Il y a le lapis-lazuli, la démidovite qui ressemble à la turquoise, l'azurite, et même des dents de mammouth qui tombaient car elles repoussaient tous les 10 ans. Les pierres étaient et sont encore découpées dans la zone de Kolyvagne. À Barnaoul, sur les places et dans les parcs, on voit des colonnes surmontées de vases en pierre de l'Altaï, réalisées à Kolyvagne. Dans le musée d'art, de la culture et de la littérature de Barnaoul, construit en 1820, nous admirons des objets de l'époque des Scythes, notamment une épée avec poignée en or. Cet objet est authentique et prouve combien les Scythes savaient travailler l'or. Ensuite, nous entrons dans la salle des chamans, où l'on voit des tambours qui permettent d'appeler les esprits. Dans les salles réservées à la littérature, nous voyons des photos de Vassili Choukchine, acteur, metteur en scène et écrivain, né dans le petit village de Srotsky, en Altaï bien sûr, et qui décrivait la Sibérie avec le langage cru et savoureux des paysans sibériens. Je vous recommande un de ces beaux récits intitulé « Conversation sous la lune claire » ou bien un film qui a été projeté en France, « L'Aubier rouge ». Chose peu connue, Dostoïevski séjourna à Barnaoul chez un ami pour se reposer des bruits des grandes villes. Nous allons faire un tour à la pharmacie du Haut-Altaï, qui fut créée au XVIIIe siècle. On utilisait toutes les plantes de l'Altaï pour faire des médicaments que l'on enrobait dans du miel. Le miel et les plantes pour tisane sont jusqu'à nos jours des produits appréciés. On voit une brosse à dents faite avec du crin de cheval. La guide bien vivante est assise à côté d'un pharmacien en cire. Mais de dos, il a l'air bien vivant lui aussi. Natalia nous propose des places de concert. La salle de concert se trouve à côté du Zax, la salle des mariages. C'est samedi et il y a beaucoup de mariés. Le concert sera donné par des jeunes de l'Altaï, des danseurs et des chanteurs. Certains sont déjà venus danser à Besançon lors de la foire 2012. Dans le hall, nous remarquons le gouverneur du Kraï, M. Karlin, qui vient inaugurer la saison théâtrale, et nous le saluons. Il est content, il me donne l'accolade. Après 3 semaines d'enseignement, nous prenons une semaine de vacances bien méritée. Le dimanche 25, nous partons en direction de Bisk, 2e ville de l'Altaï au sud de Barnaoul. En bus, pour parvenir chez Sacha et Alla Kokorine, propriétaires d'une base touristique rurale et fabricants de fromage à la française. Sacha et Alla ont fait un stage en Franche-Comté pour apprendre à fabriquer les fromages de chèvre, très rares en Russie. Ceci dans le cadre du partenariat qui avait été signé en 2006. Une fois les sanctions proclamées, les fromages fabriqués par la famille Kokorine connurent un grand succès auprès des moscovites et des Russes en général, qui viennent se reposer en Altaï et déguster les spécialités du coin, argousier, pignon de cèdre, liqueur balsame au sang de corne de maral et bien sûr fromage quasi français. Le lendemain, le lundi 26, Sacha doit livrer ses fromages au restaurant de Belokuricha, station thermale au pied des montagnes altaïennes. Nous l'accompagnons. Nous nous promenons dans le marché qui vend à profusion l'artisanat local, objets pour la bagna, objets en bois de bouleau, poignées de porte en bois en forme d'ours, paniers fleuris. Ensuite, nous pénétrons dans l'église orthodoxe de la ville, l'église Saint-Nicolas,
en passant sous un porche où il y a des cloches à l'effigie de Saint Nicolas. Ici, à Bela Kuriha, l'air est frais. Il sent le cèdre et le pin. On respire largement à Bela Kuriha, à la russe. Le lendemain, mardi 27, nous rendons visite à la voisine de Sacha. Elle habite de l'autre côté du village de Solonovka. En y allant, nous passons devant la jolie petite église du village, à côté de laquelle, ô ironie de l'histoire, se trouve un étrange monument blanc en forme de triangle surmonté d'une étoile rouge. Un cheval se fait aussi prendre en photo, jugeant utile d'accompagner ces monuments solennels. La voisine de Sacha fait partie du groupe des vieux croyants dont les ancêtres se réfugièrent en Altaï, loin des exactions de Moscou, lorsque le patriarche Nikon proclama en 1660 les nouvelles règles de prière orthodoxes que les partisans d'Avakoum, les vieux croyants, n'acceptèrent pas. Tatiana respecte les rites précis des vieux croyants. Son mari est industriel à Moscou, mais il est décidé de vivre prochainement en Altaï, où son épouse l'a devancé. Tatiana a créé chez elle un petit home pour les touristes et un petit musée vieux croyant. Elle nous présente des tapis en laine de brebis brodés main, hérités de sa grand-mère, une robe de prière marron que l'on ne lave jamais pour la pureté, avec un repli en bas, pour éviter que les tiques ne remontent le long de la robe. Il suffisait de secouer la robe à la fin de la prière pour s'en débarrasser. Le jardin est grand. Aujourd'hui, les ouvriers agricoles ont ramassé les potirons si colorés. Sous une soupente sèchent des branches de bouleau. On se frappera avec lors du bain pour bien faire circuler le sang dans tout le corps. Les icônes sont entourées de tissus brodés. Nous devons quitter notre jeune vieille croyante, mais avant de nous dire au revoir, évidemment, elle nous offre le thé au samovar et des blinis, crêpes russes, avec du miel et de la confiture faite maison. Я, как рыба, плыву по ночам, поднимаясь к верховьям ключа с моего камина. Le mercredi 28, Sacha nous emmène à Gorno-Altaysk, capitale de la République autonome de l'Altaï, sujet de la Russie au même titre que le Kraï de l'Altaï. En y allant, nous faisons un petit détour pour admirer la rivière couleur turquoise, appelée la rivière Katougne. Aujourd'hui, la rivière est très calme, alors que d'habitude elle est tumultueuse. Sa couleur est célèbre dans le Kraï, et aujourd'hui nous avons la chance de la voir dans toute sa splendeur bleutée. La petite ville de Gorno-Altaysk, il y a encore quelques années, était peuplée d'Altaïens, mais elle se russifie. Les Altaïens de souche, peau mate, yeux bridés, peuple de langue turque, se retirent plus loin dans les montagnes. Ici, peu d'aïls, petit lieu d'habitation conique fait de lattes de bois. Le but de notre visite est le musée très moderne de la ville. Il a été construit avec la grosse somme d'argent donnée par Poutine pour abriter le sarcophage de la princesse Site ou Coq et pour mettre en valeur la culture spécifique des Altaïens, peuple ancestral des montagnes de l'Altaï. Le sarcophage de la princesse Oukok a été découvert en 1993 par des savants de Saint-Pétersbourg, spécialistes des kourganes, tombes ou tumulus datant des Scythes, 500 ans avant Jésus-Christ. Le sarcophage de la princesse a été conservé et non pillé car il se trouvait dans une zone difficilement accessible près de la frontière de Mongolie.
La princesse Oukok devait être un personnage important, une femme chamane ou une guerrière amazone. Elle avait un rang élevé, car habituellement les femmes étaient inhumées en groupe et jamais seules. De plus, il y avait 10 chevaux enterrés auprès d'elle, ce qui est une marque de respect. Les valeureux guerriers d'autrefois, curieusement, avaient 3 nattes, une à droite et 2 à gauche, symbole du ciel et de la terre, le monde du milieu, et du monde d'en bas, le monde souterrain. Les guerriers avaient aussi une ceinture couverte de 12 boucles en or, car ils étaient initiés à l'âge de 12 ans. La ceinture était rallongée avec l'âge du guerrier. Nous pouvons demander à ce que le couvercle du sarcophage soit ouvert, afin que les touristes voient la princesse, mais nous sentons qu'il vaut mieux ne pas le demander, par respect pour notre guide et pour la célèbre princesse. Jeudi 28. Sacha nous emmène pour une dernière promenade à 40 km de son village de Solonovka. Nous allons voir le lieu où sera construite la future annexe de la station thermale Belokuriha, au sommet de la montagne, avec des sanatoriums dont les fenêtres donneront sur les paysages en contrebas. La route qui mène à Belokuriha 2 vient d'être terminée. Une route de montagne, admire Sacha. Il est vrai que les Russes habitent un grand pays de plaine, et les routes de montagne sont rares ou peu aménagées. Il est vrai que la zone de l'Altaï est une zone écologique et montagneuse. Elle attire en été de nombreux touristes, sportifs, alpinistes en quête de sommet, amateurs de promenade en kayak sur la Katoune turquoise, ou familles aisées à la recherche de vins et de fromages quasi français. Au sommet de cette montagne, un élément de visite inattendu, un lieu de prière bouddhiste installé à la demande des Russes par des maîtres indiens. Des rouleaux de prière, une statue de Bouddha, et pour le repos, un abri qui surplombe une vue majestueuse. Pourquoi tout cela? Parce que le pays voisin est la Mongolie. Un fameux peintre et écrivain russe, connu dans tout le kraï de l'Altaï et même au-delà, se nomme Röhrich. Il est spécialiste orthodoxe de la spiritualité. Dans les années 1920, il franchit les montagnes de l'Altaï par le Tchouyski Tract, une voie difficile dans les montagnes, afin de rendre visite aux bouddhistes mongols et s'informer sur leur religion. Actuellement, certains jeunes aiment à suivre son enseignement. Nous rendrons-nous en Mongolie voisine? Guère le temps. Nous nous contenterons d'acheter au marché des bonnets, des gants et des chaussettes beige en laine de chameau de Mongolie. Le lendemain matin, vendredi 28 septembre, Sacha et Alla nous emmènent à Bisk en voiture, afin que nous puissions prendre l'autocar et rentrer à Barnaoul. Merci à eux pour leur accueil si chaleureux et si dynamique. Grâce à ces amis, nous connaîtrons encore mieux l'Altaï, notre région partenaire. Mais en Russie, tout finit par une poésie. Un poème bourkaniste. Le bourkanisme est une religion qui s'est développée uniquement en Altaï. Elle relève à la fois du bouddhisme et du chamanisme. Voici le poème. Il faut connaître les lois de la nature et vivre en harmonie avec elle. Écoute la mère terre. Celui qui cherche trouvera, celui qui écoute entendra, celui qui voit verra, et celui qui fait le mal disparaîtra. Écoute la mère terre. Comme